Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Au programme update de marché, on parlera de BTC en ce début de semaine, Ether, les altcoins, le marché US qui continue à pousser légèrement. Bon, on a un petit retracement sur du court terme. On analysera certaines cryptos qu'on demandé d'analyser. On reparlera des cryptos que j'ai mis en avant hier, notamment Sol, Sei également. On parlera d'Hyperliquid que je continue à avoir une position dessus, donc et à continuer sa performance là-dessus. Donc voilà, il y a pas mal de choses ici à dire. Alors, je commence par le BTC. On voit qu'on a eu ici une bonne clôture daily qui clôture au-dessus des 108 272 $. Donc, on pourrait être ici sur un break et pullback de ce niveau-là. Si on a de l'acceptation, on pourrait ici transformer cette zone de résistance en support. Maintenant, il faut vraiment que ce niveau tienne. On voit ici, on a fait une mèche assez basse, ce qui nous témoigne qu'on a eu une prise de liquidité sous ces creux-là avec une magnifique réaction acheteuse, ce qui nous témoigne qu'il il y a de la demande. Maintenant, ce qu'il faut absolument garder, c'est ce niveau-là. Ne pas s'installer sous les 107 000 $, sinon on commencerait à s'installer en bas de cette phase de latéralisation. Maintenant, il y a un gros mouvement qui se prépare. Moi, je le vois parce que j'utilise ici un indicateur qui me permet de mesurer la volatilité sur différentes unités de temps. Ça dépend de comment je le mets. Et c'est un indicateur qui calcule tout simplement la volatilité. Et historiquement, quand on arrive dans une phase où la volatilité est extrêmement faible, d'accord, ça se témoigne par ici un flash violet sur l'indicateur, comme on voit ici ou comme on voit ici. Ça nous indique que, comment on l'interprète, moi je l'interprète tout simplement, c'est très simple, je l'interprète de attention, la volatilité est extrêmement faible, un gros mouvement se prépare. Tout simple, ça ne nous indique pas si ça va être un mouvement à la hausse, si ça va être un mouvement à la baisse, mais ça nous signale comme quoi la volatilité est faible. Et historiquement, c'est un indicateur très pertinent où quand la volatilité est extrêmement faible, on peut s'attendre à un gros mouvement. On voit ici extrêmement faible. Alors on ne peut pas savoir à quel moment. Ça nous indique que, attention, le prochain mouvement risque d'être violent. On le voit pareil ici, volatilité plutôt faible et on a eu très rapidement un rebond ici en quelques jours. Alors que ce soit sur du daily, que ce soit également sur du weekly, à chaque fois qu'on a une volatilité très faible, voilà, pareil, ici on le voit, hop, à ce niveau-là, flash ici, et ensuite 2 journées, enfin 2 semaines consécutives baissières sur le BTC avec une forte volatilité. Donc ici en daily, on voit que la volatilité continue à être faible et surtout sur les unités de temps un peu plus courtes, notamment ici sur du 12 heures, on voit qu'on a une faible volate actuellement, 12 heures, 4 heures, voilà. On voit que sur du moyen terme, en tout cas, la volatilité reste faible. On voit ici un faible volate et bam, ensuite c'est reparti qu'on a eu un regain de la volatilité. Ici flash violet, on le voit bien, hop, à ce niveau-là, et dès qu'on a eu un regain de la volatilité, bam. Bien sûr, c'est proportionnel à l'unité de temps. On peut l'utiliser également sur des unités de temps plus courtes, d'accord. Vous voyez ici, faible volate, et après quand ça repart, bam. Donc ça nous indique globalement, attention, un gros mouvement se prépare, et c'est toujours proportionnel à l'unité de temps. Bien sûr, un flash violet sur l'indicateur en 15 minutes, le mouvement, ça va pas être un plus 30%. C'est pas comme sur du weekly. Mais ici, ça nous montre que voilà, on a une baisse de la volatilité. On ne peut pas timer si ça va être dans 1 heure, dans 6 heures, etc. Mais en tout cas, dans les prochains jours, on peut s'attendre en tout cas à un regain au niveau de la volatilité. Voilà, donc ça c'est un point important. Le fait d'avoir comme ça une volatilité importante qui arrive, ça doit vous faire penser que, attention, vous devez adapter vos stop loss, vous devez adapter votre gestion du risque, vous devez prendre ça en compte. Et même, il y a certaines stratégies qui ne se trade pas quand il y a une volatilité qui est beaucoup trop importante. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez absolument prendre en compte, que ce soit sur BTC, mais aussi sur les altcoins, parce qu'on a une corrélation quand même entre les altcoins et le BTC. Donc si on a un BTC qui prend un plus 10% ou un moins 10%, on aura de grandes chances que les altcoins suivent également. Maintenant, toujours dans une zone morte, et qu'on a comme ça un marché à faible volatilité, souvent on a très peu de setup, même si on garde ici des moyennes mobiles court terme, 15 minutes, 1 heure orientées à la hausse, même si on a perdu le 15 minutes et qui fait maintenant office de résistance, on reste quand même dans un flux haussier, d'accord, même si on a des petites pertes de momentum, on peut le voir également avec le MACD, voilà, on voit perte de momentum. Bon, il n'y a rien de très grave pour le moment, mais voilà, ça serait bien de vraiment s'installer au-dessus de ce niveau-là, des 108 000 $. On a vraiment du mal à le passer parce que c'est le dernier gros niveau avant la TH. Après, il n'y a pas grand-chose qui va empêcher le BTC d'aller au-dessus. Donc, moi, mon plan ne reste le même sur le BTC. Si on a un repli à nouveau au niveau des 101 500 $, ça serait une très bonne zone pour chercher des achats, comme ça a été le cas à ce niveau-là, comme ça a été le cas à ce niveau-là. Sur un support, on cherche toujours des longues, donc ça c'est la première chose. Et ensuite,
ici, je préfère on a un 1er break, on pourrait jouer ici le pullback, par exemple dans le tunnel 1 heure pour chercher des longues avec une zone d'invalidation si on repasse en dessous de ce niveau-là et viser comme target la TH, mais voilà, j'ai pas de forte conviction dans ce trade-là, donc il peut se prendre, mais avec une gestion de risque qui doit être bien gérée, même peut-être plus faible que d'habitude. Parce que c'est sûr que des break pullback, c'est des setups qui se prennent. Mais après, il y a la conviction personnelle, il y a ce que j'en pense globalement. Et après, ça dépend hein, de votre setup. Si toutes les conditions sont réunies, vous devez exécuter votre setup, enclenchez-le, bien entendu. Mais voilà, là, je serais plutôt prudent sur les marchés tant que j'ai pas un vrai signal. Pour le moment, le vrai signal, il se fait attendre, il va peut-être arriver, mais je préfère des fois rentrer un peu plus haut, ok, quitte à rentrer ici, quitte à rentrer légèrement plus haut, quitte à rentrer à l'ATH, ok. Il n'y a pas une grosse diff, hein. C'est-à-dire que par rapport à là, on est sur un plus 5%. Je préfère rentrer un peu plus haut, mais avoir de plus grosses probabilités d'être dans le bon sens du mouvement, d'accord? Et des fois, ça vaut le coup. C'est-à-dire que sur un mouvement haussier, d'accord? Des fois, vaut mieux rentrer légèrement après le break, mais avoir plus de chances d'être dans le mouvement, qu'au final, on rentre trop tôt, et au final, au lieu de break, on fait ici un double top et on se retourne. Voilà, après, c'est une question de choix, c'est une question d'entrée, c'est une question de curseur d'exposition et de gestion de la position. Mais moi, c'est mon avis actuellement sur le BTC. Ce qui fait, hein, ceux qui me suivent, hein, des fois, je partageais pas mal de trades que je prenais sur le BTC, j'étais un peu plus direct dans mon avis. Et moi, il y a des phases comme ça où on est plutôt dans une zone d'incertitude. Et oui, c'est la vérité, le marché est beaucoup plus compliqué à trader en ce moment. J'ai beaucoup moins de setup qui s'exécute. Et de toute façon, vous le voyez, vous devez le ressentir. Mais c'est pas grave, ça fait partie du job. Il y a des périodes où j'ai pu enchaîner énormément de trades dans la semaine, d'autres ça se calme. Ce qui compte, c'est sur une moyenne dans l'année, comment je m'en sors. Et je m'en sors très bien. L'année 2025 est très intéressante. Maintenant, voilà, il y a des phases qui sont mieux de temps en temps. Et c'est comme ça fait partie du trading. On le sait à l'avance que chaque jour est différent, chaque semaine est différente. Et c'est comme ça. Ça, on l'accepte. Maintenant, sur le BTC, pour moi, il faut patienter. Et actuellement, je me concentre beaucoup plus sur certaines altcoins. Je vais repasser rapidement Ether également en revue. Parce que Ether, c'est, hop, si on veut bien prendre ici, hop, parfait. Parce que Ether, c'est plutôt pas mal ce qu'il nous a fait hier, où il a poussé en fin de journée et il nous a réintégré sa value à Realo. Vous voyez, c'est ce que je vous disais hier, qu'on était sur un niveau de résistance et c'était compliqué de prendre un trade. Par contre, il y a un trade qui se prend, clairement, qui s'est pris, c'est le break pullback. Alors, en 4 heures, on pourrait voir qu'on est toujours à l'intérieur de ce range-là. Par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est ici la clôture daily qui a été réalisée avec une bonne réintégration, avec de l'acceptation au niveau de la réintégration de la value à Realo, qui est un niveau de résistance qui est censé faire office de support maintenant, vu qu'on part du principe qu'on l'a réintégré au vu de la clôture. Et en plus, là, on a une mèche basse avec un pullback et un bon rejet. Donc, pour le moment, ici, sur Ether, tant qu'on tient globalement le niveau des 2430 et qu'on ne passe pas en dessous de ce niveau-là, la plus grosse probabilité, c'est d'aller chercher ici la value area high, d'accord, qui est l'extrémité opposée de notre range. Donc pour moi ici, c'est la seule chose que je surveillerai sur Ether. Il n'y a pas 40 000 scénarios à surveiller. Et après, sur du court terme, ça manque un peu de momentum. On voit qu'on a le 15 minutes qui fait office de support ici, mais ça serait bien de repartir avec un momentum bullish pour avoir un 15 minutes bien orienté à la hausse, à une heure bien orientée à la hausse. Et c'est là où moi je trade le plus, hein. C'est quand on a un fort momentum, qu'on a des moyennes mobiles bien orientés à la hausse, c'est là où les pullbacks sont des opportunités d'achat. Quand j'ai pas ça, je dis pas que j'ai zéro setup, je dis pas que j'ai zéro trade qui s'enclenche, mais j'en ai beaucoup moins. Et par exemple, je vais faire une analyse dans tous les cas de Hyperliquid, mais je peux prendre Hyperliquid. Vous voyez, hop, un exemple concret. Sur Hyperliquid, j'avais énormément de trades qui s'enclenchaient pendant cette phase-là. Hop, vous voyez, ça c'est magnifique, hein. Là, hop, alors je vais tout supprimer, ouais, c'est plus simple. Ouais, je mets juste des moyennes mobiles. Quand on a comme ça un fort momentum, avec un 1 heure au-dessus du 4 heures, un 15 minutes au-dessus du 1 heure, là les tunnels, hein, je vous rappelle, c'est un indicateur, ça vous pouvez ajouter, hein, vous mettez ici Multime Frame Tunnel Vegas. Hop, alors non, c'est Multime Frame Vegas plutôt, il est ici, hop, Nico Crypto, vous pouvez l'ajouter, c'est gratuit et ça permet tout simplement d'avoir une bonne représentation pour de l'analyse en tendance, d'avoir des points de repère et d'avoir globalement des niveaux d'intervention idéal lorsque le marché se replie. Et vous voyez qu'on revient chercher le 1 heure, une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, hop, ça c'est très intéressant. Après, des fois, il y a des faux signaux, hein, comme ici, mais tac, vous voyez, tout ça, c'est des trades qui se prennent. Et quand on commence à rentrer en range, quand on commence à break ces moyennes mobiles-là, il y a moins de setup. Par contre, il peut y avoir des setups de short, comme c'était le cas ici. Vous voyez le tunnel 15 minutes, regardez. Regardez, c'est magnifique. À chaque fois qu'on pull back le tunnel blanc, il y a des opportunités de short.
Alors c'est pas un indicateur magique, hein, c'est pas un indicateur qui va vous dire quand acheter, quand vendre exactement, mais ça vous permet d'avoir des points de repère dans une tendance. Sachant que je trade beaucoup plus en tendance, bah, quand le marché est comme là en range, avec un peu moins de volatilité, même si sur Hyperliquid, on est quand même reparti et on a eu quelques pullbacks quand même intéressants, j'ai quand même moins de setup. Maintenant, Hyperliquid reste une crypto très intéressante avec toujours un fort momentum qui surperforme le BTC. Ça, je tiens à le rappeler, mais c'est quelque chose que vous devez regarder. Quand vous investissez dans une crypto, votre crypto doit surperformer le BTC. C'est globalement, vous avez fait un bon achat. Et on voit bien que Hyperliquid, moi, là où je me suis positionné, eh ben, j'ai très bien surperformé le BTC, ce qui est rare. Vous prenez la majorité des altcoins, ils ne surperforment pas le BTC. C'est très rare, il y en a très peu sur les derniers temps. Même des cryptos fortes comme Solana, bah, voilà, sur les derniers temps, c'est moche face au BTC. Alors là, ça se reprend sur les derniers jours, là, légèrement, mais c'est moche. Et Hyperliquid, c'est vraiment l'exception qui sort du lot. Et c'est pour ça que j'en parle depuis un moment, c'est pour ça qu'on la travaille énormément. Et c'est pour ça que c'est ma plus grosse perf de 2025, hein. Je l'ai travaillé pendant toute la hausse ici, en 2-3 mois, là, on a fait ici un x3. Donc, ouais, très bonne performance, mais je continue à la travailler, même si j'ai réduit mon exposition. Pourquoi? Parce que j'ai eu des signaux de faiblesse, ok? J'ai eu des signaux de faiblesse. On voit que on est passé d'une dynamique haussière à une phase de latéralisation. C'est pas pour ça que c'est la fin, d'accord? Mais quand on est comme ça et qu'on passe d'une phase haussière à un range, eh ben, c'est une pause dans notre tendance. Techniquement, quand on est dans un range précédé par une dynamique haussière, on a plus de chances de casser par le haut. Pourquoi? Parce qu'une tendance se prolonge plusieurs fois et se retourne qu'une seule fois. Donc, ces phases de pause-là, on a plus de chances de sortir par le haut. Vous posez toujours la question, ok, je suis dans un range, par quoi mon range est précédé? Est-ce qu'il est précédé par une dynamique haussière ou par une dynamique baissière? Si c'est par une dynamique haussière, plus de chances de casser par le haut. Si c'est par une dynamique baissière, plus de chances de casser par le bas. C'est pas du sûr à 100%. C'est pour ça qu'on a quand même une gestion de risque. Mais sinon, sur du long terme, voilà, on voit qu'on a un tunnel 4 heures qui fait office de support sur Hyperliquid. Moi, j'avais quelques ordres qui sont faits exécuter à ce niveau-là, sur cette mèche. J'ai d'autres ordres qui sont en attente au cas où on va plus bas. Puis si on va pas plus bas et qu'on part à la hausse, bah déjà j'ai mon spot qui va en profiter et rien n'empêche de faire à nouveau de la continuation de tendance comme on a fait ici. C'est là l'avantage quand vous tradez et quand vous investissez. Vous avez cette double casquette qui vous permet, quand on a des forts replis, de se positionner sur du long terme. Et si vous n'êtes pas dans le train ou vous êtes partiellement dans le train, et bien de trader sur du court terme le flux. Ce qui est le problème de beaucoup d'investisseurs, c'est que s'ils ne sont pas dans le train, bah, ils sont bloqués parce qu'ils n'ont pas cette capacité d'avoir des setups, des stratégies qui fonctionnent sur du court terme pour accompagner un flux aussi. Maintenant sur Hyperliquid, les gros niveaux, si on doit retracer, avoir un fort retracement dans les prochains jours, prochaines semaines, pour moi c'est le niveau là des 26-27 $. Voilà pour Hype. Au niveau de Solana, on a des news qui sont plutôt pas mal, notamment avec les ETF spot. C'est pour ça que j'en ai également parlé. Je vous ai dit, Solana risque selon moi de surperformer le marché dans les prochains jours. On voit qu'on continue cette hausse suite à cette pattern de retournement. Donc pour moi, on a le potentiel de revenir chercher ces zones-là, là, des 165, 170 dollars. Hein. Je vous l'ai dit, moi, c'est un peu la crypto de la semaine que je surveille. Alors quand je dis c'est la crypto de la semaine, c'est pas je vends toutes mes cryptos, je fais all-in sur Solana parce que ça y est, Solana va se réveiller. Non, mais c'est une crypto que je vais surveiller, que je vais travailler sur de l'intraday, d'accord? En faisant de la continuation de tendance, en cherchant des pullbacks comme on a ici. Vous voyez, pareil, on met des moyennes mobiles et c'est ce que je vous dis. Moi, je trade beaucoup plus en tendance. On a ici l'exemple parfait. Hein. Hier, je vous le disais mot pour mot, Solana, c'est intéressant la charte qu'on a. Et si on a des pullbacks dans les moyennes mobiles court terme, 15 minutes, 1 heure, c'est intéressant. Là, on a un cas d'école ici. Ça, sur Solana, vous voyez, c'est un cas d'école. Et qu'on a pullback comme ça, ça c'est un magnifique trade qui se prend pour viser la continuation de tendance. Et là, le trade, il est sécurisé, il est TP de mon côté, hein, bien entendu. Donc à nouveau, si on revient chercher le tunnel 3 minutes, le tunnel 15 minutes, c'est à nouveau des zones intéressantes pour chercher des longs. Il n'y a pas besoin d'avoir 40 000 indicateurs. Vous voyez, j'utilise des moyennes mobiles, l'action du prix. Des fois, je peux rajouter un peu des points pivots pour avoir des doubles zones de localisation, avoir une confluence en général. Ça m'augmente les probabilités de mon trade, mais c'est même pas obligatoire. Pas besoin d'avoir 40 000 indicateurs sur sa charte parce qu'après, chercher trop de confirmation, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que déjà, on va s'embrouiller, on va se convaincre, ah oui, mais est-ce que là, je rentre en position, je vais peut-être rajouter encore un indicateur. Ça, c'est une erreur qui est faite par beaucoup de débutants. Ils mettent un indicateur,
Ensuite, l'indicateur donne un signal qui est intéressant, mais ils ne rentrent pas en position parce qu'ils se disent, ils hésitent, ils en ajoutent un deuxième, un troisième, un quatrième. Puis au final, il y a des indicateurs qui se contredisent, c'est un bordel, leur charte elle est illisible et surtout, bah, au final, ils ne rentrent jamais en position. Ils ont tellement d'indicateurs qu'ils vont avoir un trade par mois. C'est pas le but, d'accord? Faites au plus simple. Prenez ici votre chart, hein, prenez vos templates TradingView, regardez comment sont vos charts. Si vous avez 4, 5, 6 indicateurs en même temps, non, maximum 3 indicateurs, ça suffit. Vous verrez qu'avec le temps, 2 indicateurs, même un indicateur, même des fois uniquement l'action du prix, ça suffit. Moi honnêtement, sur du très long terme. Sur du court terme, je vais peut-être plus utiliser des moyennes mobiles, etc. parce que ça me permet d'avoir des points de repère et des signaux pertinents. Moi, sur du long terme, uniquement l'action du prix peut me suffire pour trader et pour rentrer en position. Parce qu'on voit les zones de demande, on voit les zones où on cherche plutôt à alléger. Et il y avait Sei également que j'ai évoqué, qui retrace un peu, mais on a eu une très bonne clôture weekly dans tous les cas. Toujours des moyennes mobiles orientées à la hausse, hein, donc rien de grave. On a un petit retracement qui est en cours, on perd le tunnel 15 minutes. Ce qu'il va falloir surveiller, c'est là au contact du tunnel 1 heure. On est également au niveau de notre ligne de cours, hein, de cette pattern de retournement. La zone là des 27 centimes, c'est la bonne zone à défendre. Donc à surveiller ce niveau-là si on y va, si on commence à avoir une réaction acheteuse, ça peut être une très bonne zone pour rentrer en position. Pareil, c'est une crypto qui est forte, qui s'est décorrélée ces derniers temps du marché, qui a break le tunnel daily, qui a validé une pattern de retournement. Donc à partir de ce moment-là, qu'on a comme ça des patterns de retournement, des signaux qui vont dans mon sens, hein, ça veut dire que moi je cherche à avoir un flux acheteur, un momentum bullish pour me positionner et viser la continuation de tendance. Il n'y a pas énormément d'alcool qui ont cette configuration actuelle, hein. Si on peut faire une revue après assez globale, hein, mais il n'y en a pas énormément. Bah, c'est en tout cas à coche tout ce qu'il faut. Hein, quand je regarde ici les clôtures, ouais, BNB ou encore BNB, ça va, c'est plutôt pas mal, plus 6%. Bon, on a un petit momentum, mais ça reste léger. XRP, c'est pas suffisant comparé aux autres cryptos. Quand je regarde ADA, ouais, c'est faible, hein. Ici, je parle de cette clôture, hein. Alors, vous prenez pas, hop, j'ai enlevé le moyen mobile. Vous prenez pas la clôture en cours, enfin la bougie en cours, vous prenez celle d'avant, celle de la semaine dernière. Ouais, c'est pas ouf. Trump, c'est moche. Avax, il n'y a pas grand chose. Dodge, pareil, c'est trop timide. Vous voyez qu'on a un Dodge qui prend un plus 12%, alors qu'on va avoir un Solana qui va prendre un plus 15, plus 16. Ah, ça n'a rien à voir. TRX plus 5, ok. Chainlink, on est sur un plus 17, mais on est sur résistance, c'est pas terrible. Polkadot, ouais, c'est léger, on a break à un gros niveau, on a fait un all-time low. Ouais, il n'y a pas trop de crypto qui sortent du lot avec des bons breaks. Vous voyez, Toncoin, on est ici sur un plus 6%, mais je mets des moyennes mobiles. Les moyennes mobiles sont toujours orientées à la baisse. Je le vois, hein, je peux zoomer, hein. Mais je vois ici que voilà, on est toujours sous le 4 heures. Ça manque de momentum. Alors là, ça peut redevenir intéressant si on break le 4 heures, si on commence à avoir de l'acceptation. Mais pour moi, Solana a un cran d'avance là-dessus. On peut regarder ICP, pareil, vous voyez, dans sa range, ça manque de momentum. On voit la différence entre ICP et Solana. Regardez la bonne bougie sur Solana après un pullback. Donc c'est pour ça. Moi, dans tous les cas, vous connaissez maintenant ma méthode pour trader. Il y a le long terme, il y a le court terme, deux choses qui sont différentes. Mais sur du court terme, c'est ce qu'on fait le plus souvent et c'est un peu ce qu'on fait le dimanche ou même en milieu de semaine. C'est tout simplement de faire une revue des altcoins qui surperforment le marché, des altcoins qui sortent du lot, qui ont un flux acheteur et ensuite de les travailler jusqu'à temps qu'ils ont un affaiblissement. Je repense à un cas d'école pareil, suit un cas d'école, hein. Franchement, la charte qui est magnifique, on l'a énormément travaillé à l'époque. Je mets des moyennes mobiles, vous voyez, les pullbacks dans le tunnel 4 heures là, pendant toute cette phase, magnifique. Tout là, pendant des mois, il y avait des setups pour faire de la continuation de tendance. Et je me rappelle, je vous avais fait une vidéo, je vous avais dit attention, ça devient faible. Et c'est là où je vous ai dit, il faut accepter. C'est une crypto qui a été forte, qu'on a énormément tradé, on a fait de la perf. Par contre, quand on a comme ça une pattern de retournement, qu'on perd les moyennes mobiles et qu'on a une heure qui crosse à la baisse, à ce niveau-là, je vous le dis, ça devient faible. Il ne faut pas avoir mal à l'admettre. Et ça nous évite ici de holder ou de prendre un moins 50%, même si après on revient. Et vous voyez, c'est ça l'importance de prendre une altcoin qui est forte. Le taf est le même. Sur du court, moyen, long terme, c'est pareil. Et ensuite de l'accompagner jusqu'à temps qu'elle devienne faible. Voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. J'ai dit ce que j'avais envie de dire de mon côté, brief un peu plus court aujourd'hui, mais comme je l'ai dit sur les cryptos, il ne se passe pas grand chose. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.